Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis que l'on retrouve sur gilesparent.com. Évidemment, c'est le vaisseau amiral. Également Google Podcasts, les applications balado de Apple, Spotify et YouTube, toujours sur le vocable Parents et Amis. Mon invité a étudié en droit, complété son barreau. Il est titulaire d'un certificat en journalisme. Il a été entrepreneur, a bifurqué vers les médias, le journalisme. Il revient maintenant à ses premières amours. Journaliste maintenant et directeur adjoint chez Options Politique et aussi chroniqueur à l'occasion. Je parle bien sûr de Patrick Derry. Bonjour Patrick. Salut Gilles, je veux juste corriger, rédacteur adjoint. Qu'est-ce que j'ai dit? Le directeur, mais c'est correct, là, mais j'ai pas eu de promotion. Là, fait que c'est, Rédacteur, ça va être correct? Ouais, rédacteur, c'est correct. Sinon, mon rédacteur en chef, il dirait... Il trouverait peut-être... Ça va bien, ces affaires? Oui, c'est ça. OK. Bon, Patrick, on a... d'abord, comment ça va? Content de te parler? Oui, non, mais ça va bien. Écoute, je suis content. Ça fait un moment. Là. Écoute, il se passe bien des choses. Hein? Fait que on dirait que tu me fais toujours signe quand il se passe des choses. Oui, écoute, on est presque à l'avant-dernière semaine des élections. Donc, on va évidemment parler de la campagne électorale et de la pandémie parce que ça a l'air que c'est fini. Mais je veux commencer avec ça, la pandémie, pour faire un tour de ça. Je sais que tu as un œil là-dessus. Tu as fait des analyses. Par intérêt et, je dirais, par compétence aussi, tu surveilles ça. Et j'ai fait mes recherches. Mais je sais que tu es inquiet quand même pour l'exercice de la démocratie actuellement chez nous. Oui, mais la pandémie ou l'exercice de la démocratie, c'est une immense préoccupation, mais juste un mot sur la pandémie parce que oui. On a l'impression que c'est fini, là, puis beaucoup de gens veulent que ça soit fini. Moi, je veux que ça soit fini, je suis sûr que toi aussi, tu veux que ça soit fini. On veut tous. Puis les politiciens aussi, mais là, la réalité, c'est que il n'y a rien qui a changé, hein? Il y a encore plein de variants, le virus continue de muter. Moi, j'ai eu la COVID pour la première fois cet été, j'avais été chanceux jusqu'à maintenant, mais là, je l'ai eu. C'était pas une grippe, là, c'était pas le fun. Là. Okay. Puis, tu sais, je dis ça. Il y a toutes sortes de critères, de façon dont ça peut survenir chez les gens. Il y a des gens que je connais pour qui ça a été très, très bénin. Mon fils n'a pas été malade, ma fille il a été pas mal plus, ma blonde et moi. Moi, j'ai quand même manqué 6 jours de travail parce que je faisais de la radio cet été. Tu étais à Cube cet été, c'est ça? Oui, c'est ça, j'étais à Cube, fait que je ne pouvais pas parler. En fait, je toussais. J'ai perdu 5 livres. Et t'en as pas tant à perdre, d'après moi, non, Patrick? pas tant que ça. Puis, tu sais, j'ai aucune condition, rien, mais non, ça cognait fort. Ma blonde a perdu l'odorat et le goût. Mais tu sais, c'est pas des histoires qui sont exceptionnelles, mais c'est juste, tu sais, ça arrive partout, mais tu sais, on a l'impression que c'est... les effets variables, c'est une des choses qu'on entend chez nos amis. C'est pas tout le monde qui est frappé de la même façon. Non, c'est ça. Puis, bref, c'est pas fini. Le virus circule. On voit des petits chiffres. On voit 700, 800 infections par jour, 500-600 les derniers jours. Mais en réalité, c'est parce qu'on teste moins qu'avant. Parce que c'est plus autour de 15 à 20 000 selon différentes estimations. Okay. Ça pour dire que il va avoir éventuellement un autre variant plus contagieux, en tout cas, à moins que le virus cesse de muter, mais ça semble très improbable. Puis là, on a d'autres indices. On a le 2.75 qui est notamment présent en Inde. Il y a le BA4.6, j'espère que je donne la bonne séquence de chiffres, qui aussi a la caractéristique d'être plus contagieux que le BA4 puis le BA5 qu'on a eu beaucoup cet été. Là, c'est le BA5 qui est dominant au Québec présentement. Fait que c'est tout le temps la même chose. Il y en a un qui supplante l'autre. Puis là, ce qu'on commence à voir aussi, c'est que possiblement qu'il peut évader un peu plus les défenses immunitaires, que ce soit par infection ou par vaccin. Fait que, écoute, ça se peut que je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'on va encore se ramasser peut-être en novembre ou en décembre avec un peu le même phénomène. On va souhaiter qu'avec la vaccination, ça fasse pas trop mal, mais tu sais, moi je parle beaucoup avec des virologues, des immunologistes et d'autres, parce qu'évidemment, c'est pas mon champ de compétences. Mais le scénario d'un virus qui serait plus contagieux, mais qui serait aussi je dirais, plus dommageable, plus mortel, est encore tout à fait possible, ça peut arriver. Il ne faut pas oublier non plus les effets cumulatifs, hein, parce que, tu sais, il y a des effets pas le fun à attraper la grippe, mais la grippe, tu vas l'attraper une fois de temps en temps si tu n'es pas chanceux, puis c'est pas plus qu'une fois par année, là, tu sais, puis tu peux... Mais là, la COVID, ça peut être 2-3 fois par année, puis on sait que les effets à long terme sont pires chez ceux qui l'ont attrapé 2 fois plutôt que 1, 3 fois plutôt que 2. Fait que c'est pas une affaire, tu veux pogner 2-3 fois par année. En tout cas, tu sais, moi,
On est beaucoup de monde à se mettre la tête dans le sable présentement. Mais quand je t'entends parler, puis j'imagine des gens qui écoutent le podcast, il est bien fatigant, lui, encore. C'est quoi cette affaire? Il est en train de nous prévoir que ça va repartir, puis encore un paniqueux, puis tout. Fait que, tu sais, on sait tous, tu sais autant, et même plus que bien du monde, que le monde est écœuré. Tu sais que Legault marche avec des sondages qui doivent dire on est écœuré de la pandémie, vous nous avez mis en lock-out, ça nous a écœuré. On ne veut plus d'entendre parler, on peut-tu vivre, tabarouette? Bon. Puis là, on peut vivre? Oui, puis en même temps, les gens vont dire oui, peut-être qu'il va y avoir de la contagion, mais puis en plus, chacun va chercher un petit message qui fait son affaire. Moi, j'ai écouté la réaction du monde quand l'OMS se dit récemment on va peut-être enfin la chance de pouvoir passer à autre chose. Là. Mais en même temps qu'il disait ça, l'OMS, il disait écoute, c'est pas fini. Par contre, ça mute, puis ça devient moins fort, fait qu'on va peut-être être capable de le mettre. Là, je me suis dit OK, il y a du monde qui ont dit OK, là, enfin, ils disent que c'est pas fini. Mais c'est un mythe, ça. C'est quand c'est parce que l'affaire, c'est ça. Il faut faire attention à ces déclarations-là, parce qu'à un moment donné, c'est juste une clip qu'ils sont allés chercher. Puis, mais tu sais, d'abord, c'est pas vrai que ça devient moins fort, c'est juste la vaccination s'étend, fait que ça limite les effets. Les réinfections, jusqu'à un certain degré, ça peut contribuer à diminuer les effets dommageables. Puis à un moment donné, les gens ne peuvent pas mourir 2 fois non plus, tu sais. Mais c'est plate, mais c'est ça. Mais non, il n'y a pas... un virus, c'est pas vrai que ça devient moins virulent. Là. C'est parti de... Ce mythe-là est accroché. En tout cas, je t'ai parlé des détails, mais c'est à partir de la grippe russe. Je me suis fait expliquer par un immunologiste. Mais les autres, l'influenza, d'une saison à l'autre, ça peut être pire, moins bien. C'est complètement aléatoire. Puis dans le cas de la COVID, il y a une dynamique particulière qui est à l'œuvre. Ça mute tellement souvent. C'est le plus fort qui survit, tu sais, c'est comme ça que ça marche. Ce qu'on te dit d'abord, parce que je sais que tu n'es pas un médecin ni un spécialiste, par contre, ça t'intéresse beaucoup, est-ce que le fait qu'il y a énormément de gens qui ont le vaccin maintenant, on est ailleurs pour ce qui est des vaccins, est-ce que ça protège aussi ceux qui n'ont moins? Est-ce qu'en général... Non, il n'y a pas d'immunité naturelle vraiment qui s'est développée. Bien, c'est sûr que, tu sais, en fait, sur un niveau macro, si 100% de la population est à jour. En fait, plus une partie de la population est à jour, c'est une game de chiffres. Hein? Fait que la vaccination protège moins contre l'infection, puis elle protège moins longtemps qu'au début. Tu sais, par exemple, au début, les 2 fois l'infection, c'était rarissime, tandis que là, avec Omicron, la game a changé. Mais, ceci dit, mettons que tu reçois ta dose de rappel, pour les semaines qui suivent, peut-être 2-3 mois, tu es moins susceptible d'être réinfecté. Mais c'est pas un scaphandre, c'est pas une combinaison d'astronautes où c'est 100%, mais c'est une question de chiffre. Fait que là, tes pourcentages d'être infecté, c'est peut-être, je sais pas, 30, 40, 50% de moins de chances d'être infecté. Donc, c'est quand même significatif. Fait que c'est sûr que si tout le monde était à jour, sa dose de rappel, ça aiderait. Mais tu sais, il faut qu'on voit plus loin. Au 19e siècle, tu as eu des épidémies, notamment de tuberculose, choléra. Surtout, en fait, pour l'eau, c'est le choléra. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé l'eau. Et il y en a eu à Québec. Il y a eu des morts, c'est documenté. Et donc, on a nettoyé l'eau, puis ça a réglé un paquet de problèmes. Bien là, on est peut-être rendu à nettoyer l'air, puis ça a l'air peut-être un peu ésotérique comme ça, mais je veux dire, c'est dans les bâtiments. Et il y a toutes sortes de façons que ça soit pas nécessairement super compliqué. Là, je pense aux boîtes de Corsi là, qui sont en gros une espèce de filtre artisanal. Là. Tu mets 4 filtres, un ventilateur, puis c'est quasiment à mancher avec du duct tape. En fait, j'exagère pas, là, c'est vraiment ça. C'est pas très cher, puis c'est efficace. Puis tu as des systèmes que tu peux faire ça. Et ça faudrait y penser. Puis tu sais, la ventilation de façon générale aussi, c'est pas juste pour la COVID. C'est pour tout le reste. C'est pour notre productivité comme travailleur aussi. C'est pour la concentration des élèves aussi. Parce que si l'air n'est pas renouvelé, puis ça, c'est des effets qui sont déjà documentés. Moi, je pense que éventuellement, on va aller vers ça quand ça va faire assez longtemps, qu'on va être tanné, que le monde va être écœuré, que notre système de santé va avoir été suffisamment amoché. Puis crois-moi, Gilles, je parle régulièrement à des gens dans le système de santé là, qui ont leur maudit voyage, là. Et puis j'ai juste un patient de plus aux soins intensifs. Là, tu parles à un intensiviste, il va t'expliquer comment ça défait toute la patente, puis comment c'est compliqué. Et oui, notre système de santé n'est pas parfait, puis il a besoin d'être... Il n'est pas performant, mais on n'est pas obligé d'être épais. Puis c'est pas un gros sacrifice non plus de mettre ton masque quand tu vas à la pharmacie, mettons. Puis dans une résidence pour personnes âgées, mettons. Puis même à un moment donné, tu sais, je sais pas, en tout cas. Et vois-tu la définition de « il va falloir vivre avec » là? Il n'y a personne qui la voit de la même façon. Moi, j'ose avec des amis, vivre avec, ça veut dire, regarde, on va vivre comme on vivait avant, puis si on le pogne, on le pognera. D'autres disent, non, c'est pas ça, vivre avec, c'est prendre l'information qu'on a et s'en servir à bon escient. C'est-à-dire, quand c'est plus à risque, quand il y a plus un rassemblement de monde, on met notre masque, tu sais, puis vivre avec, ça peut être ça aussi. Ça peut vivre avec aussi, quand on est rendu à un rappel, bien, on va faire notre dose, puis on fait notre devoir pour se protéger. Mais comment toi, tu définis vivre avec?
Mais c'est parce qu'on a perdu la notion du collectif, c'est-à-dire Mais que oui. c'est quelque chose qui est contagieux. Tu sais. Donc, à ce moment-là, toutes nos décisions sont interreliées, puis c'est plus vulnérable qui est cas. Puis, tu sais, c'est toute la perturbation aussi. Parce que, écoute, nous autres, quand c'est arrivé, là, ma fille a manqué son camp scout, mon garçon, il a manqué une fin de semaine avec ses grands-parents. Moi, j'ai manqué du travail, ma blonde aussi. Ça défait toute la pétante. Quand ça rentre, c'est pour quand ça rentre des écoles, même chose, c'est pour les profs aussi. Tu sais, à un moment donné, le gouvernement a décidé, par exemple, que l'alcool au volant, c'était interdit. Et les pneus d'hiver, c'était obligatoire au Québec à partir d'une certaine date. C'est des décisions qui ont été prises. Et quand tu regardes ça, là, si tu regardes juste le risque individuel, ben, tu dis, c'est correct, je prends les décisions pour moi-même. Tu sais, au pire, je fais un accident, puis c'est pas grave, je meurs. Ou mettons le tabac dans les lieux publics. Encore là, on n'a pas interdit la cigarette. On a interdit de fumer dans les lieux publics. Pourquoi? C'est à cause des risques sur la santé des autres. Et là, je te rappelle qu'un cancer du poumon, ça ne s'attrape pas en respirant une puff là, sur un trottoir ou dans un restaurant. Là. Fait que donc, on a fait ça. Et là, pour la COVID, la santé publique a adopté, puis pas juste au Québec, ceci dit, on a adopté un drôle de raisonnement, c'est de gérer votre risque. Ben, si on gérait notre risque, à ce moment-là, je vais boire si je veux, je ne mettrai pas de pneus d'hiver, je veux dire, je ne mettrai pas ma ceinture de sécurité. Puis, pensez, même la ceinture de sécurité, dans le fond, là, ça, c'est l'exemple ultime. Ça ne te concerne que toi. Ça ne change rien, là, tu sais. Moi, je ne mets pas ma ceinture, c'est pas contagieux accident, pour quelqu'un c'est d'autre. probablement toi qui va payer pour. C'est moi qui vais payer le prix, mais quand même, on l'a interdit. Fait que, tu sais, il y a vraiment une différence de logique. Moi, je vois ça honnêtement, là, puis tu sais, c'est un débat plus large, mais c'est une espèce d'abandon de nos pouvoirs publics. Puis je suis pas en train de dire que là, qu'il faudrait, tu sais, Ça prend couvre-feu demain, là, c'est pas là. Non, les gens ont décroché, là. Ça, c'était, je l'avais dit à ce moment-là, je l'ai dit la deuxième fois, c'était inutile, c'était dommageable. Tu sais, j'ai donné le bénéfice du doute pendant 2 semaines la première fois, puis on a rapidement vu que ça donnait rien, puis il n'y a pas de différence ailleurs. Fait que, mais les gens ont décroché à ça. Mais à place de tout le temps fermer, ouvrir, ça fait longtemps qu'on était plusieurs à dire occupez-vous de la ventilation, ayez des mesures ciblées puis efficientes, puis comme ça, on va garder le monde, mais à place qu'on a faite, puis le Québec, plus qu'ailleurs, on a tout ouvert ou tout fermé. Ouais. Et là, les gens ont décroché. Mais écoute, il y a des gens qui meurent encore. Chaque jour, il y a 10-12 personnes. Cet été, on avait une quinzaine de personnes. C'est quand tu as 15 personnes qui meurent par jour, là, ça monte quand même assez vite. Là. Ça fait une centaine de personnes au bout de la semaine. Ça veut dire que dans un mois, tu as plus de morts de la COVID que tout le bilan routier d'une année pour les accidents de la route au Québec. Tu sais, c'est 350 morts par année. Ben, c'est plus que ça qu'on en mort. On ne veut plus d'entendre parler, mais c'est encore là. C'est ça qui est difficile. Puis c'est des conséquences à long terme. Puis mais écoute, moi je pense, on va l'oublier pendant un bout de temps. Puis ça va revenir nous mordre le derrière, on va se tanner, puis je pense qu'on va réagir à ce moment-là, mais est-ce que ça va prendre 6 mois, 1 an, 2 ans? Écoute, prends juste la vaccination. Honnêtement, là, je jasais avec des amis, puis mes frères et sœurs qu'on s'est croisés en fin de semaine pour une fête, et je parlais avec, vous êtes tous dans, écoute, je vais te dire exactement quand c'est passé, et amis et frères et sœurs, vous êtes tous dans la vaccination, puis sincèrement, les gens ne savaient même plus. Je pense que j'en ai 3. Peut-être 2. Non, chérie, t'en as 2. 2 ou 3? Ouais. Non, tu as eu la 4e. Ah, la 4e au printemps, c'est vrai. La 4 ou la 3? Je ne sais plus. Là, il y en a-tu un autre? Que c'était ça la discussion. Là. Fait que je me dis probablement, c'est pas différent du grand public. Là. On est rendu où? On a vu ça encore? On a ce besoin encore? Il faut vivre avec. Fait que tu sais, c'est pas clair non plus. Je suis pas en train de dire que ça a été mal éduqué, mais les gens ne le savent pas eux-mêmes. Non, mais moi, je peux te confirmer. Il y a beaucoup de gens dans le système de santé. Entends-tu la même chose que moi autour de moi, de l'indécision comme ça? Oui, ben c'est juste, en fait, c'est plus une espèce de lassitude. Puis en fait, les gens ne savent pas non plus s'ils sont rendus si je vais te chercher mon autre dose ou pas, j'attends-tu un petit peu parce que les messages sont pas clairs. Mais bon, ceci dit, c'est sûr que c'est complexe, mais ça a été... tu sais, moi, en tout cas, je trouve pas que la santé publique a fait une job super pour la communication. Puis, en tout cas, je parlerai pas des conférences de presse de Dr. Boileau, Dr. Arruda ce soir, là, mais il y a des choses qui sont dites qui sont factuellement pas vraies. Puis, tu entends ça, puis tu dis, mais ça se peut pas d'entendre ça. C'est quand tu dis, par exemple, qu'on pouvait pas prévoir que ça s'en venait. Ben, je m'excuse, c'est pas vrai. Là. Les chiffres sont publics. On est capable de savoir quand ça redescend, ça remonte. On sait quand un variant prend la place de l'autre. Je suis pas seul à faire ce genre d'analyse-là. Il y a Pierre-André Normandin de la presse. Les deux, on arrive en même temps. On dit, OK, là, ça ralentit. OK, là, ça remonte. Tous les indicateurs sont à la hausse. Puis c'est quoi la santé publique dit? Ah, ça monte pas. Puis après ça, il dit, c'est pas une hausse. Puis après ça, il dit, c'est une hausse, mais c'est pas une vague. Puis après ça, ben oui, c'est une vague. Puis après ça, il dit, ben, c'est une vague, mais écoute, c'est sous contrôle. Puis là, après ça, tu dis, ben, c'est pas sous contrôle pantoute, parce qu'on est rendu un moment donné avec 2000 hospitalisations, dont 700 à cause de la COVID. Puis là, c'était le bordel dans les hôpitaux cet été. On n'a jamais autant
annulé d'opérations que depuis le début de la pandémie cet été. C'est une catastrophe, là. Et avant ça, tu avais le directeur de santé publique qui dit nos hôpitaux sont capables d'en prendre. Je parlais en même temps à des gens qui étaient des hôpitaux. Non, on n'est pas capable d'en prendre. On était déjà pas capable d'en prendre. Donc, il y a une espèce de déconnexion, puis je pense que les gens ont décroché. Écoute, il y a peut-être un phénomène humain là-dedans. Moi, je suis dans le camp des optimistes dans le sens où je pense encore qu'un leadership politique éclairé, qui se fie sur les faits, puis qui monte au front, puis M. Legault aurait pu faire ça, parce qu'il y avait quand même un ascendant assez important. C'est quelqu'un... Bon, il y avait des oreilles pour l'entendre, quand même. Oui, c'est ça, mais à la place, on a décidé d'y aller, de jouer ça à l'oreille un petit peu. Ça va bien aller. C'est ça, le virus avait d'autres plans. Ça va bien aller. OK, donc on n'a pas fini d'en parler. On va certainement s'en parler cet automne. Allons-y avec les élections au Québec. Il y a quand même beaucoup à dire aussi. Ouais. J'ai lu certains de tes textes, puis je regarde tes tweets aussi. Et tu fais partie de ceux qui, d'entrée de jeu, disent, écoutez, il n'y a pas grand chance que la CAQ ne soit pas réélue majoritaire. Mais la question est pourquoi tu es si certain, mettons? Bien, ça va, il y a plusieurs facteurs. Évidemment, le premier, c'est le mode de scrutin. En fait, c'est le contexte, c'est le mode de scrutin. Le contexte, évidemment, M. Legault, il est hyper populaire. La CAQ est hyper populaire. Puis je veux dire, c'est correct, c'est pas une opinion politique. Là, on peut être pour ou contre tel parti. C'est comme ça, puis c'est tout à fait correct. Moi, je ne m'attends pas à être toujours... j'ai mis mes critiques, elles sont publiques. Ceci dit, il y a des choses que je trouve que la CAQ fait bien, notamment en santé, par exemple, s'ils peuvent mettre leur plan en marche. Mais bref, ils sont très populaires. Le taux d'approbation de M. Legault dépasse l'intention de vote. Les partisans d'autres partis politiques, je pense entre autres à ceux du PQ, du Parti libéral, appuient quand même majoritairement, trouvent que M. Legault fait un bon travail. Donc, le taux de satisfaction est très élevé. Chez sa base à lui, écoute, c'est aligné, c'est genre 99%. Et là, tu dis, malgré la plus grande crise sanitaire en 100 ans, malgré une récession, puis évidemment, c'était pas de la faute de M. Legault, mais tu sais, des fois, les gouvernements payent le prix pareil, puis il y en a qui l'ont pris, ils l'ont payé ailleurs. Tu as eu, à travers ça, quand même, tu sais, je pense au scandale d'éthique de M. Fitzgibbon, qui est un abonné, la gestion des CHSLD. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis 2 ans, et ça n'a absolument rien fait pour le projet de troisième lien, par exemple, qui n'est pas très populaire en dehors de Québec. Même on à comprend Québec, que c'est pas encore réglé. Hein? Il est non, là-dedans. c'est celle-là non plus. Mais tu sais, il y a eu plein de choses qui sont arrivées Et malgré tout, M. Legault, depuis les élections de 2018, il est à peu près jamais descendu en bas de 40 %. Bon, c'est peut-être des fois 38 là, mais je veux dire, les appuis sont hyper stables. Ça, c'est le premier facteur. Honnêtement, moi, c'est ça que j'avais dit au début de la campagne, je vois sincèrement pas qu'est-ce qui peut arriver dans le prochain mois qui peut être pire que tout ce qui nous est tombé dessus depuis 2-3 ans. Et fait, ça ne changera pas. Et l'autre chose, c'est le reste du paysage politique qui est exceptionnellement divisé. Habituellement, au Québec, les élections, ça se joue à 2 depuis 150 ans. Des fois, de temps en temps, tu as 3 partis en même temps. 4, je pense que c'est arrivé une fois avant, tout récemment. Là, c'est peut-être dans les années 40, là, au temps de l'époque de Duplessis à un moment donné, il y a une division du vote. Mais sinon, c'est 2 partis, 3 partis. On est rendu à 5 partis. Fait que là, tu as une division du vote qui est... Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'offre politique, elle est beaucoup plus diversifiée. Puis les gens... Oui. Puis c'est bon, ça, parce que, tu sais, à un moment donné, là, si, mettons, je sais pas, là, mettons, tu n'es pas souverainiste, tu veux pas voter péquiste, tu avais juste le choix de voter libéral. Ou l'inverse, tu sais. Et c'est pas nécessairement une bonne chose, parce que tu votes plus, parfois, contre quelque chose que pour quelque chose. Mais on l'a fait en masse dans les dernières années, voter contre. On l'a fait beaucoup. En fait, la majorité des Québécois ont fait ça parce qu'à un moment donné, l'option souverainiste n'était pas populaire. Fait que tu avais le choix entre le PQ puis le PLQ, bon, puis un petit peu la DQ à un certain degré. Fait que le PLQ, il y avait beaucoup de votes par défaut pour ça. Là, on a une offre qui est plus grande. C'est une excellente chose. On a juste un problème. Notre mode de scrutin, il est très simple, il est fait pour 2 partis. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Québec est une très, très vieille démocratie. Il y a des élections, évidemment, la Confédération, c'était en 1867, mais il y avait même des élections à la fin du 18e siècle, à la fin des années 1700. Les premières élections ont eu lieu. Fait que tu as un vieux mode de scrutin où essentiellement, tu avais des progressistes, qui étaient les libéraux, les radicaux, puis l'autre bord, tu avais des conservateurs, ou en tout cas des loyalistes ou des royalistes. Fait que tu votais soit pour la gauche, soit pour la droite. Il y avait le plus souvent 2 candidats. Le plus fort, il y avait tout le temps 50% et plus, puis ça se reflétait à l'échelle nationale. Là, à 5 partis, là, le plus fort des fois, il y a 40, 35, 32,
28%, mais il va gagner quand même la circonscription. Fait que tu peux te ramasser exactement ce qui est arrivé en 2018 où, faut pas l'oublier, là, il y a presque 2 fois plus de gens qui ont voté contre la CAQ que pour la CAQ. La CAQ a eu 37% des voix. Il y a 63% des Québécois qui ont voté contre. Et non seulement la CAQ a gagné, mais la CAQ a été majoritaire. Tu sais, moi, l'image que je prends, Gilles, c'est... Puis tu as dû voir dans l'article que j'ai écrit, mais mettons, là, on s'en va en voyage. Là, puis moi, c'est drôle parce que j'ai cette situation-là. Là, on s'en va, mi-octobre, on s'en va des chums à New York, on est 10. Bon. OK? Puis là, c'est comme s'il y en avait, dès qu'il y en a 3 ou 4 qui seraient d'accord, tu barres les portes, puis on part. Oui, mais on est 3 ou on est 4. Ben, je sais, mais nous autres, on est 6-7, qu'on n'est pas d'accord. C'est pas grave. On est 4, ça marche. Puis c'est là, politiquement, qu'on est rendu parce qu'on a un mode de scrutin qui est déficient et que je rappelle que M. Legault avait promis de changer. Il avait dit que ce serait les dernières élections. Puis avant lui, Jean Charest a brisé la promesse. Puis René Lévesque a voulu le faire. Il a été bloqué par son caucus. Là, je donne le bénéfice à M. Lévesque parce que c'est comme ça. M. Trudeau a fait la même chose aussi. Il voulait les dernières élections comme ça en 2015. Puis finalement, il y en a eu 2 autres après. Fait que c'est... Et là, tu sais, moi, ça va au-delà après ça. C'est-tu parce que je préfère le PQ, le PLQ, la CAQ. Moi, j'ai tendance à voter pour tout le monde ou pour personne. Ou en tout cas, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Mais c'est important que les voix sont reflétées parce que, un, c'est plus juste. Puis deux, ben, ton vote sert à quelque chose. Tu es entendu, tu fais partie d'eux, puis tu fais confiance dans le système. Si, à chaque élection, puis c'est là, depuis 60 ans, depuis 1962, il y a eu 15 élections. Et le parti qui a formé le pouvoir n'a pas eu 50% des voix dans 13 élections. C'est juste arrivé 2 fois qu'une majorité de Québécois a voté pour le gouvernement. Puis malgré tout, le gouvernement a presque été toujours majoritaire. Fait que tu as des gouvernements majoritaires qui font ce qu'ils veulent pendant 4 ans. Et presque tout le temps, il y a une majorité contre. Tu sais, quand tu y penses, là, c'est un peu fou, là. Ça comme pas de sens. Ceux qui voulaient, Patrick, amener la proportionnelle, certains politologues disaient que ça ne règle pas tout, la proportionnelle, non plus, si jamais on installait une proportionnelle. Non, c'est vrai, ça règle pas tout, mais d'abord, c'est plus juste. Puis là, tu sais, tout ça, il y a des gens qui disent « Ah, mais l'Italie, là, Israël. Attends un peu, là, par exemple. Toutes les proportionnelles sont pas pareilles, là. Non. On va garder ça simple, mais tu as des proportionnelles pures qui sont des listes où, à ce moment-là, si tu peux te ramasser avec un éclatement total des partis. Puis tu as des proportionnelles mixtes où c'est ça qui a été proposé au Québec. C'est que tu en as 125 circonscriptions. Tu en prends, mettons, 75, c'est comme présentement, c'est des députés qu'on a élus. Puis tu en as 50 qui servent à corriger, à mettre une forme de proportionnalité. Représentation un peu plus juste, là. Ça corrige, autrement dit. Fait que ça fait qu'à la fin, tu as la bonne proportion de voix, puis c'est ça qu'il y a en Allemagne, en Écosse, en Nouvelle-Zélande. Puis là, tu as des gouvernements de coalition. Et là, je dis, mais c'est pas stable. Ça aussi, c'est un autre mythe. C'est pas vrai. La durée des gouvernements de coalition est à peu près la même que la durée dans des systèmes où il n'y a pas de proportionnalité. Mais il y a une affaire, puis regarde, pense à Angela Merkel. Elle a été chancelière pendant 16 ans. C'est toujours des coalitions. Puis à un moment donné, il y avait des coalitions. Écoute, c'est drôle, la coalition, c'était un peu comme si les conservateurs et les libéraux s'étaient mis ensemble. C'est les 2 partis qui étaient le plus proches du centre. Là, fait que c'est une grande coalition. Puis honnêtement, c'est ça qui aurait dû se passer. Mais la volonté de changer a été une couple de fois mise de l'avant. Tu l'as mentionné tantôt. Ouais. Sauf qu'en arrivant au pouvoir, c'est comme si, regardons ça. Ça nous fait bien. Fait que finalement, envoyons ça au calendrier grec. J'aime ça, oui. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi parce que, tu sais, bon, évidemment, tu as le mode de scrutin, mais c'est parce que tu n'as pas juste ça. Il faut que tu dises dans notre système, là, celui qui décide, c'est le premier ministre. Normalement, là, tu as le premier ministre, tu as le gouvernement, tu as le conseil des ministres, puis après ça, tu as les députés. Fait que là, les gouvernements, les conseils des ministres présentent les décisions au quotidien, des décrets, puis des orientations générales. Mais après ça, il y a des projets de loi qui sont déposés. Et en principe, l'Assemblée nationale sont supposés discuter de ces projets de loi-là, puis, tu sais, des fois, renvoyer le gouvernement à ses devoirs. Mais là, fait que ça, c'est un contre-pouvoir qui est très, très important. C'est la base de notre système. Mais là, le système des partis politiques a fait en sorte que les députés, ils votent toujours du bord du gouvernement. Fait que dès qu'un gouvernement est majoritaire, c'est sûr que les projets de loi vont passer, puis si l'opposition s'ostine trop, il va y avoir un bâillon, puis ça s'arrête là. Il n'y a pas juste la CAQ qui le fait, c'est tout le temps de même. Non, ça fait longtemps que c'est de même, là. C'est ça. Puis en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, il y a des discussions au Conseil des ministres, puis il y a certaines ministres qui ont un peu plus d'ascendant, mais essentiellement, c'est le premier ministre, puis l'entourage du premier ministre qui décide. Qui n'est pas très grand, là. On ne parle pas de 25 personnes, là. Non, c'est ça. Fait que là,
là, tu sais, t'as vraiment pas beaucoup de monde qui décide. La législature met son tampon, puis même, je te dirais, même les futurs députés changent de position avant même d'être élus. Hein? On l'a vu. Là, Bernard Drinville, il y avait certaines positions. Martine Biron, l'ancienne journaliste aussi. Ils se joignent à la CAQ. Caroline Saint-Hilaire, tout d'un coup, hop, le troisième lien est rendu un projet formidable. Non, pas formidable. Crucial. Crucial! Ça nous le prend. Essentiel, ça le prend. Puis, tu sais, au diable les études, on va le faire pareil. Mais là, tu dis... Fait que la ligne de parti, puis le fait que le premier ministre décide qui va être ministre, c'est tellement fort que tu n'as plus de contestation. Fait que là, tu te dis, OK, fait que l'Assemblée nationale, finalement, comme ça, c'est un peu symbolique. Puis là, en plus, imagine que là, bon, ça reste comme c'est là présentement. Là, avec la division du vote, là, que je répète, on a 5 partis en liste. Les sondages actuellement nous montrent quelque chose. Même aujourd'hui, j'ai vu un nouveau sondage. On est à 2 semaines là, de la fin. Ouais. Puis le sondage nous met un genre de 38, 16, 16, 16. Tu dis, voyons donc. Ça, c'est la plus belle nouvelle. Ils ont dû sabrer champagne à la CAQ parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une division du vote dans le système actuel. Ce que ça ferait, ça veut dire que la CAQ, c'est 38% des votes présentement pour aller chercher. Le dernier coup, c'était 74 députés. Ouais. Là, il pourrait aller en chercher 100. Oui. Il pourrait aller chercher, parce que l'opposition est tellement divisée. Évidemment, le Parti libéral a baissé, les conservateurs ont monté, les péquistes ont baissé un peu, le Québec solidaire est à la même place. Mais là, imagine, tu as 100 députés. Ça veut dire qu'avec 40% du vote, qu'on s'entend, c'est un maudit problème, c'est 80% des députés de l'Assemblée nationale sont du même bord, alors que tu as 40%. Fait que déjà, ça marche pas. Représentativité, on aura vu mieux. Là. On aura vu mieux, mais c'est parce qu'il y a une question de fonctionnalité aussi. Là, il te reste 25 députés. Je veux dire, le Conseil des ministres, présentement, il y a 27 députés dans le Conseil des ministres. Tu aurais moins de députés dans toute l'opposition mise ensemble que dans le Conseil des ministres. Mais là, c'est divisé. Fait que là, je sais pas, moi, les libéraux auraient peut-être, je sais pas, moi, une quinzaine de députés. Québec solidaire, 7-8. Le PQ, 1 ou 2. Les conservateurs aussi. À un moment donné, là, tu peux pas être critique. Moi, je suis critique en santé, en environnement, en éducation puis en justice. Puis je vais sur toutes les commissions parlementaires, je pose des questions. T'sais, ça marche pas. Fait que le Parlement ne sera pas capable de faire son travail. Et ça va être aussi un problème. Le ministre, lui, il y a en arrière toute la machine derrière lui. Il y a un appareil énorme, il y a l'appareil de l'État derrière lui. Juste critiquer un seul ministère, là, c'est les gros en plus, l'éducation, de la santé, là, c'est de la job. Fait que, il y a tout ça. Puis écoute, moi, je vais aller plus loin, puis je sais que je ne me ferai pas d'amis avec ça, mais il y a des lois qui ont été passées au Québec. Le gouvernement de la CAQ a fait quelque chose qui est particulier. Au Québec, bon, c'est la clause dérogatoire en matière linguistique a été utilisée par Robert Bourassa, notamment. Bon. Et fait que ça permet de suspendre l'application de la Charte fédérale pendant un certain temps. Mais la CAQ a poussé un peu plus loin, parce qu'on a une charte québécoise aussi. Et cette charte-là, même, d'abord, elle a inspiré la charte canadienne. C'est un modèle. On se plaint beaucoup de la charte canadienne qui a été inspirée, mais sauf qu'il y a une charte québécoise qui n'a pas de statut constitutionnel, mais qui a été respectée comme si c'était la Constitution du Québec. C'est-à-dire que les partis au pouvoir ont toujours respecté son application. Et cette charte-là est plus complexe dans ce sens que c'est pas juste les rapports avec le gouvernement puis l'État, c'est les rapports entre les individus. Donc, c'est très, très large comme champ d'application. Et qu'est-ce que la CAQ a fait quand ils ont passé le projet de loi sur la loi 96, qui est une mise à jour de la loi 101 qui, à mon sens, est plus vexatoire envers les anglophones qu'utile pour les francophones, mais ça, c'est un autre débat. Mais qu'on en pense du bien ou qu'on en pense du mal, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suspendu l'application des articles 1 à 38 de la Charte des droits du Québec. Ça, donc, c'est le droit à l'intégrité physique, le droit à l'instruction publique, le droit de ne pas faire l'objet d'une saisie abusive. Ça, c'est des affaires qui n'ont rien à voir avec la langue, mais on s'est dit, on ne sera pas chier par les juges, on suspend l'application de la charte. Fait que là, c'était un peu... On ratisse large pour éviter de se faire casser du sucre à la tête. Oui, mais sauf qu'il y a 3 pouvoirs dans une démocratie. Tu as l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est des contrepoids. Là, le législatif sert à rien parce que les députés votent tout le temps du côté du gouvernement. Le gouvernement, en réalité, c'est François Legault et son entourage très, très proche. Donc, c'est pas le Conseil des ministres at large. Fait que c'est une poignée de gens. Puis là, tu dis, OK, les tribunaux vont quand même être capables de passer un test. Non, c'est pas grave. Quand on passe une loi, finalement, on dit que la Charte des droits ne s'applique plus. Fait que là, tu viens d'enlever le contrôle judiciaire aussi. Fait que, tu sais, t'as encore des élections, t'as encore des médias libres, mais le gouvernement, il fait pas mal ce qu'il veut.
on est en train de glisser vers un territoire, et puis, tu sais, je le sais que c'est pas le genre d'affaires que les gens pensent à chaque jour, mais... Non, mais moi, je te suis, là, puis je vois très bien qu'il y a quelque chose de tout à fait épeurant là-dedans, parce que c'est un pouvoir qui est énorme, sans contrepoids, là, ou presque. Ben, c'est ça. Puis encore une fois, on va se dire, qui fait le contrepoids? Parce que souvent, entre amis, et c'est le genre de discussion qu'on a, on dit, par chance, des fois, qu'il y a les bureaux d'enquête et les médias, parce que j'ai l'impression que l'opposition ne fait pas le travail. Mais c'est pas facile non plus, quand tu peux passer à peu près n'importe quoi dans le système actuel. Ben non, mais c'est exactement ça. Puis tu sais, écoute, moi, je suis un idéaliste, je suis un peu naïf, là, mais je pense que l'exercice de la politique, à un moment donné, il faut que tu acceptes que, bon, tu peux avoir des idées, tu peux en être convaincu, tu peux être sûr que tes idées sont bonnes, mais à la fin de la journée, tu te dis, moi, je représente un courant politique, je sais pas, qui représente 15, 20, 25, des fois 40% de la population, mais même si c'est 40%, tu te dis, même si c'est 50%, il reste la moitié de la population qui pense autre chose, mais je les représente aussi comme élus. Tu peux pas juste dire, ah, hey, moi je fais ce que je veux, puis ils mangeront de la merde, puis dans 4 ans, ils feront autre chose. Faut que tu en tiennes compte aussi, ça donne de la légitimité à tes politiques, puis ça serait quoi de dire, bon, ben écoutez, on va s'assurer d'avoir au moins dans le gouvernement de représenter un peu plus l'ensemble de la population, c'est d'aller chercher, bon, dans un système idéal, tu aurais besoin de faire une coalition, on n'a pas besoin, mais au moins d'aller chercher, je sais pas moi, des ministres dans d'autres partis, puis t'assurer, tu sais, de faire des compromis, mais notre système encourage vraiment pas ça, et là, on a le pire des deux mondes, parce que qu'est-ce qui arriverait demain matin, tu penses, mettons, je sais pas moi, mettons, il se passe de quoi d'épouvantable, là, je sais pas moi, tous les candidats de la CAQ sont dans un autobus, l'autobus tombe dans un ravin, je suis pas en train de dire que je souhaite ça, là, mais c'est un scénario d'horreur, là, Non. Et là, Québec solidaire forme le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont détricoter à peu près les 3/4 de ce que la CAQ, ou même le Parti libéral, a fait. Puis ça va être un gros reset là-dessus. Là, on est dans la politique fiction. Là. Mettons, Québec solidaire fait ça, puis là, il nationalise, je sais pas, il fait Pharma Québec, EOL Québec, Autobus Québec, Train Québec, parce qu'ils ont annoncé les derniers jours, ils mettent des taxes, puis tout le kit. Radio et là, Télé-Québec, parce que c'est important de bien passer le message. Hein. Donc, absolument. ça prendrait des médias nationaux. Ben oui, nationaux, ça, mais puis contrôlés par l'État. Fait que mettons qu'ils font ça, puis ils vont très loin, puis je suis pas en train de dire là, qu'ils sont mais tu sais, on fait de la fiction. Là, dans 4 ans, le monde dit, hey, on a notre voyage, là, fait que là, ça va être, je sais pas moi, les conservateurs qui sont portés au pouvoir, puis là, les autres, ils font tout le contraire de ça. Fait que là, c'est tout le temps ça que t'as des espèces d'effets de vague, tandis que si t'as des coalitions, puis t'es obligé d'avoir 2-3 partis qui sont d'accord, ben tu vas avoir des mesures qui sont plus modérées, qui sont plus durables, puis c'est un peu ça qui se passe. Qui vont aller chercher plus. Mais tu sais quoi? Ça rejoint exactement ce que le grand public, je fais partie, je m'inscris avec eux autres, mais pas à peu près, se demande toujours quand, par exemple, en cours d'exercice, tu entends, mettons, je sais pas, un extrait de la Chambre, ou un député de l'opposition dit une idée qui nous paraît bonne, intéressante, bien menée. Puis tout de suite, tu vas avoir quelqu'un un représentant du gouvernement qui va dire, bon, encore une fois, on ressort. Mais nous autres, on dit, ben non, c'est une bonne idée. Pourquoi vous ne diriez pas, c'est une bonne idée? C'est assez rare qu'on voit ça. Mais on souhaiterait que ceux qui sont élus, peu importe le parti, et qui amènent du plus à une société pour la rendre meilleure, avec des idées qui sont bonnes, peu importe la couleur, qui soient entendues, puis qui soient peut-être même mises de l'avant. Mais ça n'arrive pas à cause des lignes de parti. Et ça, pour la plupart des gens trouvent ça navrant. Moi, en tout cas, personnellement, quand je décroche de la politique, bien que j'ai étudié en sciences politiques, c'est surtout pour ça. Pourquoi l'idée, si elle est bonne, si elle est portée par du bleu ou du vert? On s'en fout. L'idée est bonne, eh applaudissez-la donc. Oui, mais c'est intéressant. C'est frustrant, ce que tu dis. Ouais. Mais non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, les gens qui sont en... Tu sais, j'ai transparence, puis toi, tu le sais, là, mais j'ai été pendant quelques mois faire l'OVNI à l'intérieur du Parti libéral, là, un parti là, pour lequel j'ai jamais ni milité ni voté, puis n'importe quel autre parti non plus. Je suis pas comme ça. Resté longtemps non plus. J'ai eu une ouverture, puis oui. Je me suis rendu compte, j'ai été comme la marmotte, j'ai vu mon nom, puis je suis rentré dans mon... En tout cas, rentré aux sorties. Mais... les gens... Beaucoup de gens en politique, malheureusement, pensent pas comme ça, mais moi, je pense que c'est un thème qui est porteur, qui a été sous-exploité ici. On l'a vu, par exemple, Barack Obama, avec un discours positif, qui était capable quand même de... Il n'a pas fait tout ce qu'il voulait faire, M. Obama, parce que le contexte américain est particulier. Justin Trudeau, première mouture, il a réussi à complètement écraser Stephen Harper puis Thomas Mulcair parce qu'il y avait un discours positif. Jack Layton avant lui aussi. Puis regarde, là, qui s'est démarqué là, récemment là, au débat des chefs, là. On est Paul Saint-Pierre Plamondon, il a décidé de ne pas embarquer dans le débat d'insultes. Puis il a dit,
moi, je suis d'accord. Il était dans un échange avec Gabriel Nadeau-Dubois. Il me dit, mais non, mais je suis d'accord. Tu sais, je trouve que c'est des bonnes idées. D'ailleurs, on se rejoint là-dessus. Et il s'est fait questionner là-dessus, monsieur Saint-Pierre Plamondon. Puis il a dit, non, mais moi, c'est comme ça que je fais de la politique. Puis je pense, à un moment donné, il faut penser plus large. J'avais jasé cet été avec Enrico Ciccone, qui me disait la même chose aussi. Mais tu sais, malheureusement, on l'entend pas souvent, lui non plus. C'est que l'idée, elle soit verte, rouge, bleue, jaune. Je m'en sens que c'est bonne. Mais les gens à l'intérieur des partis politiques, je pense que c'est tout normalement constitué. Puis là, je vais être obligé de dire que beaucoup de personnes en politique ne sont pas normalement constituées, là, bien que certaines le soient. Ils vivent dans un univers ultra partisan où eux, ils ont 100% raison, surtout, tout le temps, et où l'adversaire politique a 100% tort, surtout, tout le temps. Mais c'est du vaudeville, parce que écoute, c'est fou comment, on va dire, tu es un traître, tu parles contre le parti. Ah, peut-être un traître au parti selon vos règles à vous et votre façon de faire, mais pas un traître à la nation si tu amènes une idée positive d'ailleurs. Voilà. Non, mais ça ferait du bien. Ça ferait, moi, je souhaite, je rêve à ça, mais tu sais, tu as vu le débat, là, M. Legault, manifestement, il n'aime pas beaucoup ça, être contesté. Puis c'est pas une opinion politique, là, je pense qu'on l'a tout vu, là. C'est, puis moi, écoute, ça, je sais pas comment tu as vu ça, moi, ça m'a frappé, mais, tu sais, le débat politique, à un moment donné, c'est pour un chef, hey, j'ai l'occasion de passer mes idées, puis tu sais, quand t'es en politique, t'es un ostineux, puis t'aimes ça, parler de tes affaires. Puis là, tout le monde avait hâte, puis tout le monde avait du fun. Puis tu sais, écoute, moi, je les ai trouvés, les chefs de l'opposition, sans égard à leurs idées, j'ai trouvé de façon générale qu'ils maîtrisaient assez bien leur dossier. Il y en a qui étaient plus efficaces que d'autres, mais tu sais, il y avait des visions claires qui se dégageaient, puis honnêtement, on n'a pas toujours ça dans un débat électoral. Non. Puis M. Legault, là, il avait l'air tellement pas content d'être là, pas content de se faire questionner, content de se faire contester. Puis, sais-tu quoi? Il y a une députée qui me disait cette semaine, dit, ouais, mais nous autres, là, au Salon Bleu, on le voyait tout le temps, ça, mais c'est parce que quand c'est filmé, les échanges, là, on regarde celui qui parle. Mais François Legault, quand il parle pas, puis que nous, on répondait, qu'on posait des questions, là, il faisait la même face tout le temps. Oui. c'est quelqu'un sans les lunettes, parce que on a ajouté les lunettes là, pour le. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le personnage. C'est quelqu'un qui n'aime pas être contesté. Fait que par-dessus ça, moi, je pense à tout ça aussi. Puis tu sais, écoute, je mentionne ça, là, la biographie que Gilles Dupin a écrit un livre sur François Legault, là, il y a une dizaine d'années. Là. Il venait juste de fonder la coalition Avenir Québec. Là. Puis c'était drôle, il avait parlé à un ancien associé de M. Legault qui disait, quand son idée est faite, même, il n'y a rien qui peut le faire changer d'idée, puis il n'est pas capable de s'ajuster aux nouveaux faits. Et là, tu lis ça, ça date de 10 ans, puis c'est absolument formidable parce que c'est exactement ce qu'on voit, tu sais. Il a dit, le tunnel, peu importe le résultat des études, on va le faire. Ça n'a pas de bon sens de dire une affaire de même. Moi, je me disais, ben voyons donc, parce que ça fait son affaire, mais en même temps, tu peux pas dire une hérésie comme ça. Tu peux pas dire, on s'en fout des études. Puis de dire qu'il n'y en a plus, dans le fond, à force de se faire questionner par Duhem, là-dessus, il n'a pas lâché le morceau, mais ben il y en a, mais il ne correspond plus du tout au nouveau projet. Puis on ne sait même pas trop c'est quoi le nouveau projet. Fait que là, moi, je pense que, en tout cas, je ne suis pas dans l'opposition, je peux te dire, Patrick, mais si j'étais aviseur des gens de l'opposition, je ne lâcherais pas le morceau parce qu'on sait très bien. Là, il veut passer à d'autres choses. Là, tout a été dit. Il a dit ça. Tout a été dit. C'est pas à lui à décider ça. Tu comprends-tu? C'est pas à lui à décider que tout a été dit, puis c'est pas à lui à décider qu'on n'a pas besoin d'études. Il peut pas dire ça. Moi, je pense que ça va y nuire. Je suis pas en train de dire que la CAQ ne rentrera pas, là. Parce que une des choses qui l'aide beaucoup, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on parle de politique, mais parlons un peu d'analyse rapidement. Une des choses qui aide beaucoup M. Legault, c'est qu'il était capable, par le temps qu'il a été au pouvoir, de prouver qu'il y avait une équipe solide à des postes cruciaux. Entre autres en économie avec M. Girard, entre autres à la santé. Certains médecins à qui j'ai parlé m'ont dit, malgré toutes les récriminations qu'on a pu avoir, c'est probablement M. Dubé, un des meilleurs ministres de la Santé des 40 dernières années au Québec. Je suis entièrement d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est des piliers. Si tu prends M. Duhem, qui a été très bon au débat, parce que les gens pensaient qu'il déchirait sa chemise puis il sauterait partout, il était très calme. Ça a surpris bien des gens qui ont écouté pas mal plus ce qu'il avait à dire. Puis c'est un fin stratège, dans le sens où c'est un gars de médias, puis c'est un polémiste qui est très à l'aise avec la controverse. Fait qu'il a bien fait les choses. Par contre, il y a quelques candidats qui disent tellement de sottises que lui, c'est difficile d'imaginer qu'il est prêt à gouverner. Par contre, on se dit peut-être qu'un gars de même, on veut l'avoir à l'Assemblée nationale. On a peut-être besoin de cette diversité-là. Tu vois-tu? Fait que quand on analyse ça, on se dit, ce qui aide beaucoup M. Legault, c'est effectivement son big tree autour de lui, là, qui sont vraiment très forts.
Ouais, moi, écoute... ça, c'est mon analyse perso. Ouais, non, mais écoute, c'est difficile à dire. Moi, l'impression que j'ai avec... c'est que au Québec, à peu près tous les débats sont solubles dans la question identitaire, particulièrement la question linguistique, où ça vient toujours chercher tout le monde. C'est encore pire au Québec parce qu'on a tout le temps l'impression qu'on va disparaître. Là, il y a certains indicateurs sur la langue qui ont fluctué un petit peu, mais tu sais, moi, il y a un des statisticiens de Statistique Canada qui a travaillé longtemps sur ces dossiers-là, mais tu sais, personne ne veut l'entendre, là, mais ce qu'il dit essentiellement, il dit attention, il faut faire attention, on a beaucoup d'immigration récemment au Québec, puis il y a des gens, leur langue maternelle, c'est pas le français, mais ils sont tous devenus des francophones pareils, puis ça, on en connaît tous autour de nous, plus à Montréal qu'ailleurs. Mais c'est des gens qui sont arrivés du Mexique, du Chili, du Cambodge, que aujourd'hui fonctionnent en français. Moi, je pense entre autres à la sœur d'un ami. Elle est née au Mexique. Sa langue maternelle, c'est le Mexique, le mexicain, l'espagnol, pardon. Elle parle espagnol à la maison, mais elle enseigne le français. Je veux dire, puis elle parle québécois, comme toi, puis moi. Mais sauf que dans le recensement, on voit la langue d'usage diminuer. Fait que ça, faut faire attention. Mais ça pour dire que... D'une part, et Patrick, si tu me permets, j'ajouterais aussi que sans avoir l'immigration, parce qu'on peut dire que c'est une tare, l'immigration, puis c'est à cause d'eux autres que le français recule, puis tant que tu veux, mais on est capable de le faire reculer tout seul. Si je regarde la qualité du français, on est rendu avec des gens qui sont à l'université, des nouvelles cohortes, cégep, université, qui ne savent pas écrire, puis qui ne savent pas parler. Fait que là, c'est bien beau mettre le tard sur tout le monde, mais il va falloir se regarder un peu puis dire, est-ce qu'on est fier de notre langue? Est-ce qu'on veut la transmettre? Est-ce qu'on veut bien la connaître, bien l'apprendre? Ça aussi, il va falloir, parce que c'est trop facile de mettre on a une société qui est de même. Individualiste, on met la faute, c'est à cause de le gouvernement va arranger ça. C'est facile de pousser ailleurs. Mais on peut se regarder aussi. Avec le français, je peux te dire une chose. Moi, je ne suis pas toujours fier de la manière avec laquelle on déploie notre talent français. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Gilles. C'est sûr que ça, mais tu sais, malgré tout, là, tu sais, il y a au-delà de tout ça, au-delà des faits qui sont quand même pas si dramatiques, c'est un gros marqueur, les trucs identitaires. Puis tu as raison dans ce que tu disais tantôt, mais tu parlais aussi du tunnel, ce genre de dossier qui nuit à M. Legault. Est-ce que ça lui nuit? Absolument. Mais j'ai l'impression qu'au point où est-ce qu'on en est rendu, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les politiques de la CAQ pour différentes raisons, là, que ce soit à gauche, à droite, Québec solidaire, whatever, ils sont quand même pas d'accord, mais les électeurs qui appuient M. Legault, moi, je pense qu'ils l'appuient précisément pour ça. Fait que, tu sais, même les faux pas sur l'immigration qui étaient associés à la violence, là, d'une façon complètement délirante, là, ça, évidemment, il y a beaucoup de monde qui trouve ça épouvantable au Québec, même les gens qui sont pour moins d'immigration. Puis, M. Legault, il en veut quand même pas mal, là. On est des seuils à 50 000, là. Mais, sauf que les gens qui appuient la CAQ, eux autres, ils sont d'accord avec ce discours-là. Le troisième lien, on est plusieurs à trouver que ça n'a pas de maudit bon sens, incluant Québec. Puis moi, j'ai resté 30 ans à Québec. Tu vis à Québec, il y a plein d'autres mondes. Mais ceux qui supportent M. Legault disent non, c'est comme ça, les maudits intellectuels, puis tout le kit. Puis bon, il y a été question cette semaine de racisme systémique. La question des Autochtones, c'est réglé avec Mme Joyce. C'est que le premier ministre n'était pas capable de nommer Joyce Echaquan. C'était un peu gênant. Mais, fait que les électeurs qui l'aiment pas, mais les électeurs qui l'aiment pour ça. Fait que plus M. Legault est lui-même, moi, je pense que ça ne lui nuit pas. Je pense que ça l'aide d'une certaine façon, puis ça consolide. Puis en tout cas, c'est une hypothèse qui en vaut une autre, mais ça bouge pas depuis 4 ans. Dans le grand public, là, les gens disent faites une pas pire job. Il n'est pas, tu sais, il n'y a personne. Je parle de grand public, là. Les gens qui sont questionnés vont dire il est pas. La pandémie, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux que lui. Moi, c'est facile de chialer, mais il est pas si mal. Puis, coudonc, ça va partout mal dans le monde. Fait que c'est pas juste sa faute à Legault. Fait que, tu sais, des thèmes très généraux, mais qui expliquent qu'il y a quand même un soutien. Mais moi, personnellement, comme je t'ai dit, je le répéterai pas, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus fondamental pour moi et certaines personnes sur l'équipe. L'équipe autour de lui puis en même temps, on pourrait parler de ça, justement. Il y a eu autour de lui des gens qui n'étaient pas élus aussi. Puis ça m'agace tout le temps un peu, là, pour la démocratie, d'avoir des gens qui prennent des décisions fondamentales pour notre avenir et qui ne sont pas élus. Dans notre système, ils devraient être élus tout le temps. Là. On est des représentants de notre... dans le fond, c'est comme si on disait, c'est notre président de classe. Moi, dans mon secteur là, où je vis en ville, là, c'est lui ou elle qu'on va envoyer comme présidente de classe. Vas-y, représente-nous. C'est ça la réalité, en théorie. Là.
c'est notre représentant. Il y en a 125 au Québec qui représentent des présidents de classe de 125 classes. Donc, ça devrait être ça, mais ça me tanne quand je vois qu'il y a un cercle restreint. Puis non seulement ça, dans le cercle restreint, il y a des gens pas élus qui ont un pouvoir immense. Ça me tanne un peu. Ah non, mais écoute, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait des élections pour rien, mais il y a énormément de théâtre présentement. Il y a beaucoup de gens qui disent: Ah, on va avoir des surprises. Puis c'est vrai qu'on va avoir des surprises dans le narratif, les anecdotes, bon, évidemment, il y a tout le cirque autour des factures impayées d'Éric Duhem. Il y a quand même, je dirais, un pattern qui est assez désolant dans son cas. Là. C'est comme s'il ne se sentait pas responsable. Le mot, ce serait insouciant dans son cas de sa vie, de ses choses à lui, parce que c'est un minimum. Il savait bien qu'il n'a pas tué personne, c'est pas ça le point. C'est que tu dis, si tu es pour diriger le Québec, ben... là, à un moment donné, Hydro, les taxes, le plombier. Curiosité entre nos deux, est-ce que j'ai juste moi au Québec qui a trouvé que la pine envoyée à Duhem par Pierre Bruno, ça n'avait pas rapport, qu'un modérateur d'une soirée de même, c'est pas à lui à lancer une affaire de même? Moi, j'ai dit, je vais vraiment reculer dans mon Chesterfield dans le salon. Là. Moi, écoute, j'ai raté de quoi parce que ça m'a pas frappé. Là. Moi, vraiment, je me disais, un représentant d'un autre parti qui veut attaquer et qui veut faire sa place, parfait. Mais le modérateur qui dit ça, allez-vous régler ça comme vos finances personnelles? J'ai dit, mon Dieu, que je suis resté bête. Mais écoute, c'est fini, c'est une parenthèse que je voulais dire. Non, mais écoute, c'est intéressant. Bon. Moi, ce qui m'a étonné, c'est M. Legault qui s'est plaint à l'arbitre à un moment donné, qui a envoyé, qui s'est plaint auprès de Pierre Bruno parce qu'il trouvait pas que ça allait. Écoute, moi, j'ai joué longtemps dans des ligues de garage, là, et quand t'es rendu à plains-toi pas trop souvent à l'arbitre, puis surtout quand tu es en train de gagner, puis à plate couture, là, ferme ta gueule. Là. Je veux dire, la game est 8-2, là, c'est correct, c'est 8-3, là, tu vas gagner pareil, là. C'est pas grave, mais ça, moi, je pense que... Je voulais qu'on prenne quelques secondes. Je veux qu'on parle un petit peu du fédéral tantôt, mais ça avance pas mal. Je veux qu'on parle du système de santé puis de l'enseignement, parce qu'on voudrait être positif, parce que tu es un gars généralement positif, comme tu dis, mais tu sais, les employés sont tannés, tu le sais, tu parles à beaucoup d'employés du système de la santé. Moi aussi, j'ai rencontré du monde, ils ont dit, écoute, le système est... Bon, tout le monde le dit, quand on rentre dans le système de santé au Québec, les gens se plaignent pas. Habituellement, ils disent, je t'ai bien servi, puis ça a été courtois, puis on m'a donné l'information, mais il faut juste rentrer, puis il faut rentrer. Bon. Puis les médecins aussi qui font des pirouettes tout le temps parce que la COVID est prioritaire. Bon, il y a bien des choses qui pourraient être mieux faites, mais en même temps, on se rend compte que ça craque. Moi, ma question est, sais-tu, Patrick, c'est que je m'inquiète aussi. Autant, écoute, les deux gros secteurs d'une société, l'instruction, donc l'éducation, système d'enseignement, et la santé pour prévenir, mais aussi guérir, je me dis, avec tous les ratés actuels, est-ce que tu partages mon inquiétude sur l'intérêt pour les jeunes générations de faire ces métiers-là qui sont cruciaux? Il me semble que je ferais n'importe quoi, sauf... Ça te tente-tu d'être enseignant? Ça te tente-tu d'être... Je sais pas, je veux pas être découragé, mais j'ai l'impression que ça a un impact direct sur des choix de carrière. C'est ça, c'est un cercle vicieux qui est en train de se créer. On sait qu'il y a un point commun qui est intéressant à la profession d'enseignant puis à la profession d'infirmière, c'est que dans les deux cas, il y a quelque chose comme 1 sur 4, 1 sur 5 jeunes enseignants ou jeunes infirmières qui décrochent avant les 5 premières années. C'est énorme, ça fait c'est du monde énorme. Au bout de la corde, là. On en perd, puis ça fait longtemps que c'est comme ça en plus. Puis dans les deux cas, c'est la même chose. Les premières années, tu as des horaires de schnout. Bon, dans le cas des infirmières, c'est beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Dans le cas des enseignants, c'est des charges partielles, puis souvent dans 2 écoles séparées par plusieurs kilomètres, puis tu le sais quelques jours avant ou même après la rentrée. Mais c'est sûr que ça, mais moi, j'ai l'impression que ça va plus loin que ça. J'ai comme l'impression qu'à certains égards, on est arrivé à la limite de nos institutions. Tu sais, on est dans une espèce de cycle qui a commencé à l'après-guerre, là, dans des politiques plus ou moins sociodémocrates, une certaine intervention de l'État, là, que moi je pense souhaitable, là, avec en tout cas un certain encadrement. Puis là, il y a une espèce de dividende démographique qui a été vraiment payant parce qu'il y avait de la population plus jeune qui se rajoutait tout le temps. Fait que, à un moment donné, on avait beaucoup plus de bras pour supporter les plus vieux. Fait que, mais là, on en a de moins en moins de jeunes pour supporter une population qui est de plus en plus vieillissante. Et le vieillissement de la population va en s'accélérant. Et, tu sais, il y a le quart des médecins de famille, je pense, qui ont 60 ans et plus. Ça va faire beaucoup de retraites. Beaucoup de monde. Puis assez rapidement, dans 5-10 ans, il y a une gang qui débarque, là. C'est ça. On a vu pour les enseignants cette semaine, c'est dans le Journal de Montréal, où je pense que c'est quelque chose comme 40%. Je vais faire attention aux chiffres, mais c'est une proportion énorme des enseignants qui allaient prendre aussi leur retraite d'ici les 10 prochaines années. Et là, puis tu sais, il y a d'autres choses qu'on voit moins. Là, ça, c'est ceux qui donnent les services qui sont les plus proches de nous, parce que c'est nous, nos parents, nos enfants. Mais tu as le système de justice, ça va pas bien du tout. Les tribunaux, ça ne fournit pas non plus.
Et écoute, moi, je suis plus qu'inquiet pour les 10 prochaines années. Ça va montrer les limites des systèmes sont déjà atteintes, mais tous les indicateurs font que ça devrait être pire, à moins d'avoir des changements absolument radicaux dans nos façons de faire. Et tu vois, Patrick, une des choses qu'on fait, entre autres, parlons de la santé parce que ça a été nécessaire, ça a été fait vite. On a augmenté des 10-15 % de salaire. On a donné des primes à pine à la planche, comme diraient les Québécois. On a tout fait ça, mais en même temps, quand on fait ça, c'est des sommes énormes parce qu'il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne devaient pas être payés, c'est pas ça mon point. Mais à ce moment-là, dans ce temps-là, les bâtisses qui tombent en morceaux, c'est-à-dire les écoles et certains hôpitaux, ben on ne les réparera pas parce que on va dire hey, ce qui est important, c'est de payer le monde. Puis je ne suis pas en désaccord avec ça. Sauf qu'on ne fait pas l'autre. On peut pas, l'argent ne pousse pas dans les arbres, ça a été dit une couple de fois, mais on ne pourra pas tout faire en même temps. Je ne penserais pas, là. Non, mais c'est exactement ça. Puis, on était amené dans une espèce de fiction qu'on pouvait se payer quelque chose, puis on a repoussé la facture, puis là, la facture était en train d'arriver. À chaque fois, on se disait de 4 ans, on est capable d'attendre un peu. On est capable d'attendre un peu. Oui. Mais là, l'état des écoles, c'est épouvantable. L'état de plusieurs hôpitaux aussi, c'est épouvantable. Les routes, on le sait. Et là, on se ramasse avec... on n'est pas capable. Il y a un déficit, il y a une mesure, c'est le déficit d'entretien des infrastructures. Je ne me rappelle plus exactement combien ça chiffre, là, mais tu sais, c'est énorme, ça grandit tout le temps. Et je le rappelle, on a de moins en moins de monde qui vont travailler. Écoute, moi je suis très, très, très inquiet. Puis tu sais, à travers ça, là, ça veut dire qu'il va y avoir plus de problèmes dans le système de santé. Les CHSLD, il y a un record. Il y a 4000 Québécois qui attendent présentement une place en CHSLD. Là. C'est pas un hôtel de luxe, là, c'est parce que tu as vraiment besoin d'y aller, parce que tu es magané. Là. Avant la pandémie, c'était autour de 3000 ou un peu moins. Là, c'est rendu 4000. C'est une hausse énorme. Puis, je rappelle, le vieillissement de la population, là, ça commence à peine à se faire sentir. Là. Les 10 prochaines années, c'est pas compliqué. Là. Les boomers, ils ont à peu près, je sais pas moi, 70 ans, 75, plus ou moins. Ben, dans 10 ans, il va avoir 80-85 ans en moyenne. Et si tu me permets, on peut ajouter à ça qu'il y a 40 ans, les spécialistes en parlaient. C'est pas une affaire qui nous est arrivée hier, là, que ça allait vieillir vite. Là. Non. Ça fait longtemps qu'on sait ça, là, mais ça pressait pas, comme le reste. Hein? On verra dans le temps. Ben, tu sais, quand on parlait des études, justement, puis M. Legault, puis il y a d'autres politiciens qui n'ont pas fait leur devoir là-dessus, là, mais, tu sais, à un moment donné, c'est pas ésotérique, là. Il y a des données qui sont assez fondamentales, tu sais. OK, ta population baisse ou ne monte pas, puis tu as du télétravail, donc tu n'as pas besoin d'une infrastructure de transport de plus, là, tu sais. On pourrait juste entretenir le pont de Québec, ça serait quand même une bonne idée. Ben, c'est la même chose pour, tu sais, la population qui vieillit. OK, on va voir plus de vieux tantôt, donc ça veut dire plus de CHSLD, plus de soins, puis plus d'hôpitaux remplis aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, c'est une grosse proportion de la clientèle aux urgences aussi, notamment, puis dans les hôpitaux, puis pour des opérations aux genoux, puis à la hanche, puis ainsi de suite. On n'est pas équipé. Ça fait longtemps qu'on sait que ça va faire mal, là, mais moi, quand je sortirais pas de chiffre, ça m'empêche vraiment de dormir. En tout cas, c'est même, je dirais, à certains égards, ça va être pire que la pandémie. Dis-moi, juste pour finir avec ironie, sur une note positive, parlons des dossiers fédéraux, les passeports, les frontières, l'immigration, l'assurance chômage. Les chansons de Justin Trudeau à l'étranger, quand il est supposé aller... Ça, en même temps, tu sais, le jugement, ils n'en vendent pas au Walmart. Hein? Je suis allé voir encore hier, ils ne vendent pas de jugement au Walmart. Puis je me dis tout le temps, t'es dans... On l'a-tu assez dit que la reine a été là 70 ans, que ça a marqué, qu'il y a eu des millions de personnes. On va battre les records de tous les temps d'écoute télé. Puis tout a été dit. Ça a été quelqu'un qui a donné sa vie. Puis peu importe qu'on soit d'accord avec la monarchie, c'est pas ça. Il y a bien des gens qui sont même contre la monarchie, mais on dit on lui doit respect parce qu'elle a donné sa vie puis elle a été un équilibre pour le... Non, elle a bien fait ça. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, dans le fond, dans des fonctions qui sont tout à fait restreintes, même si on a l'impression que les milliards, oui, mais c'est des valeurs de bâtisse. Ça, c'est pas... Moi, c'est pas... Mais M. Trudeau... Franchement, là, dans ta chambre, si tu veux chanter dans la douche, on le fait, nous autres. Puis t'es premier ministre baptême. Non, mais là, il y a quelque chose de roi et nu, si on veut, mais tu vois, ça, c'est un autre problème. L'étudiant en théâtre, peut-être, voulait pratiquer. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me fascine parce que, bon, M. Trudeau m'a surpris pendant la campagne de 2015. Comme d'autres, j'ai déchanté un petit peu vite. Et, tu sais, il n'a jamais semblé vraiment intéressé par les questions de fond. Puis les questions. Tu sais, il était bien content d'aller prendre une marche avec Barack Obama puis d'aller serrer la main avec Emmanuel Macron. Mais ça l'ennuyait, les questions de finances, puis
politique internationale, puis de défense nationale, puis ou juste de façon beaucoup plus plate, les propres services du gouvernement fédéral. Et là, tu regardes, là, ça sert à quoi le fédéral? Ça sert à gérer les frontières, ça sert à émettre des passeports, ça sert à l'assurance chômage, ça sert pour l'immigration aussi, traiter les dossiers, ça sert à nos engagements internationaux vis-à-vis des partenaires en défense, comme l'OTAN, par exemple. Pour le public, là, c'est comme dans une ville, les vidanges puis les services de déneigement, c'est la base. C'est la base. Pour nous, le public, le fédéral, c'est ça. C'est ça. Sauf que l'affaire, c'est que ça paraît un peu moins, en tout cas jusqu'à temps que ça se mette à péter comme les passeports. Là. Et là, ce qu'on voit, c'est que le fédéral est pas capable, de moins en moins capable, il n'a jamais été super bon, là, mais il n'est pas au niveau de gouvernement très, très performant, là, mais il est encore de moins en moins capable de rendre les services. Et tu sais, les passeports, c'est épouvantable. Écoute, ils ont fait un comité de 11 ministres. Je sais, pourquoi tu es obligé de faire un comité de 11 ministres? Pourquoi c'est pas les gens qui gèrent le Service Canada qui prennent pas des décisions? Tu sais, ça n'a ni queue ni tête, mais ça aussi, ça va avoir des conséquences. Puis on peut le même problème, c'est les 2 dernières élections, c'est pas les libéraux qui ont le plus de votes, c'est les conservateurs. Les conservateurs se sont ramassés dans l'opposition avec beaucoup moins de députés que les libéraux. Là, les libéraux gouvernent avec l'appui du NPD, mais tu as un autre système dysfonctionnel. Puis regarde qu'est-ce qui arrive par l'autre bord. Là. Plus ça va, plus les conservateurs sont fâchés, puis ils se fâchent, puis ils se fâchent, puis ils se fâchent. Puis là, il y a un fâché qui est un fâché compétent. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Mais, tu sais, le gars là, qui veut fonctionner sur les bitcoins, qui veut congédier le gouverneur de la Banque du Canada, puis qui flirte avec les complots mondiaux là, sur le Forum économique mondial. Ouais. Ouf! Pas sorti de l'auberge. Non, ben pas sorti de l'asperge, comme dirait Jean Perron. Fait que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est rationnellement optimiste, là, mais tu sais, des fois, j'ai comme l'impression que ça se peut qu'il y ait une mauvaise passe qui va durer 1 ou 2 cycles électoraux. Puis, écoute, il y a comme une espèce de cassure historique qui est en train de se passer, mais on le voit un petit peu au ralenti. Puis j'ai comme l'impression qu'il va y avoir pas mal de dégâts. Mais écoute, c'est peut-être ce que ça prend pour qu'on ait une prise de conscience après. Écoute, une des plus grandes périodes, peut-être la plus grande période de prospérité dans l'histoire de l'humanité, c'est les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, parce que là, il y avait des consensus tant à gauche et à droite que sur la nécessité d'une certaine de filets sociaux, d'institutions communes, d'inclure tout le monde, même ceux qui ont fait des erreurs. Par exemple, l'Allemagne nazie, c'était pas la faute des Allemands, c'était la faute. Ils n'étaient pas entièrement responsables, puis tu vois, l'Allemagne est devenue une force hyper positive en Europe. Fait que ce genre de leçons-là, moi, en tout cas, j'espère au moins qu'à l'échelle du Québec ou du Canada, ça va devenir... Ça va retrouver une espèce de collaboration politique, mais écoute, j'ai comme l'impression qu'on va avoir le temps de faire une couple de conversations ensemble avant de s'en parler. Merci, Patrick, c'est très gentil. Hey, à bientôt. Plaisir, Gilles. À bientôt, au revoir.